Bonjour à tous. Aujourd'hui sur la chaîne Reboot Yu-Gi-Oh! Le deuxième volet de cette petite série destinée aux nouveaux joueurs ou à ceux qui reprennent le jeu. Le sujet d'aujourd'hui, comment se construire un deck avec lequel on pourra s'amuser évidemment, mais surtout gagner, c'est un peu le but. Comme d'habitude, j'invite les joueurs un peu plus expérimentés à venir me corriger en commentaire si je dis des conneries, ou à donner des conseils que j'aurais hypothétiquement oubliés. La première chose à faire, c'est l'une des choses les plus évidentes. Trouvez-vous un deck que vous allez poncer, mais trouvez-vous-en un seul. Si vous n'avez aucun deck viable, je vous déconseille vraiment de vous éparpiller sur plusieurs bases de deck, essayez de vous concentrer vraiment sur un seul deck à la fois. L'objectif à terme, c'est d'obtenir un deck efficace que vous connaîtrez par cœur, que vous apprécierez jouer et que vous sortirez tout le temps dès que vous en aurez besoin et il sera toujours là. Alors, avant d'aller plus loin, je vais d'abord éclaircir deux petites choses. La première chose, c'est que là, c'est des conseils qui vont surtout concerner le build à 40 cartes et quelques. Certes, il existe des decks dont les stratégies requièrent plus de cartes que 40, voire même 60, mais ça reste assez rare. Et donc, pour donner des conseils aux débutants en deck building, je préfère vraiment commencer par des decks à 40 cartes. Ça va leur permettre de comprendre plus vite l'importance des ratios, l'importance des probabilités de tirer des cartes, etc. La deuxième chose, c'est que les conseils que je vais vous donner s'appliquent à la fois pour le main deck, donc le deck principal, et pour l'extra deck. Voilà, quand je vais parler, vous allez voir de core, de staple, ça peut aller sur les deux decks. Première étape, choisir un deck. C'est tout con, mais c'est l'une des premières étapes, effectivement. Si vous hésitez sur quel deck choisir, il y a plusieurs solutions. De toute manière, le seul critère de sélection, c'est qu'il y a un potentiel. Hein, voilà, on est là pour s'amuser, mais surtout pour gagner, je précise. La première solution, c'est la plus évidente. Prenez un deck que vous aimez jouer, tout simplement, ou un deck dont vous aimez le gameplay. Il y a vraiment une très grande diversité de decks dans Yu-Gi-Oh! Et franchement, vous avez l'embarras du choix. Vous étiez fan de Yu-Gi-Oh! GX, les fusions vous font kiffer, et bah vous prenez un deck basé sur les invocations fusion, comme Marionnette de l'Ombre ou Héros. Vous êtes en emmerdeur de première, vous voulez contrôler le terrain et vos cartes pièges, empêcher l'adversaire de jouer au jeu, bah il y a Altergeist ou bien même Subterror. Vous voulez réduire le terrain de l'adversaire à néant et le tuer en un seul tour avec une offensive genre éclair, et bah vous avez Cybaragon ou même un deck Green Majou. Il y a énormément de decks avec des gameplays différents, n'hésitez pas à aller parler aux joueurs de votre Duel Center, à observer des games, vous allez forcément trouver un deck dont les combos ou même les cartes vont vous taper dans l'œil tout simplement. La deuxième solution, eh bien, c'est de vous renseigner sur la méta et de prendre un deck qui marche et qui est un peu à la mode. Je sais que ce conseil peut faire grincer des dents à certaines personnes, surtout quand vous voyez des nouveaux joueurs qui jouent deck méta et qui ratent leur loop. Mais honnêtement, c'est l'un des moyens les plus efficaces d'obtenir rapidement un deck sur lequel un nouveau joueur pourra compter. Et surtout, un nouveau joueur, bah, grâce à ça, fera plus facilement la différence entre un deck viable et un deck non viable. Tout simplement parce que bah, il aura joué les deux et qu'il ressentira la différence, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, bah, y a un deck de structure sur deux qui devient top méta, hein. On pense à Salah, à Shadow là récemment, ou même à Dino, un peu plus à l'ancienne. Donc voilà, quelque part, même Konami entre dans cette logique, quoi. La deuxième étape, c'est identifier les cartes et les combos de votre archétype que vous allez jouer dans votre deck. Généralement, un deck, ça se base sur ce qu'on appelle un archétype. Donc un archétype, c'est un peu une famille de cartes. Le moyen le plus simple de reconnaître un archétype, c'est lorsque vous voyez un mot ou une racine qui est répétée plusieurs fois dans les noms de plusieurs cartes. Par exemple, vous allez avoir des cartes Orcust, des cartes Salamangrette, des cartes Lunalight. Voilà, donc c'est cette racine, c'est ce mot-là qui va définir le nom de l'archétype. Généralement, les cartes d'un archétype sont faites pour être jouées ensemble et elles vont constituer la base de votre combo. Ça va même donner le nom de votre deck, littéralement. Cependant, il ne faut pas jouer toutes les cartes d'un archétype juste parce qu'elles ont le même nom. Il faut vraiment identifier les cartes qui marchent, les cartes qui font des combos. Parce qu'il y a très souvent des cartes d'un archétype qui ne sont pas assez puissantes et qui ne sont tout simplement pas jouées. Et donc, il ne faut pas hésiter à les virer du deck. Pour repérer ces cartes et obtenir des ratios corrects, il n'y a pas de secret. Faut s'entraîner avec le deck, faut s'entraîner à faire les combos. Et dès que vous voyez une carte qui vous gêne, une carte qui vous bloque, une carte qui vous ralentit, eh ben faut pas hésiter à l'éliminer. Pour trouver les combos de votre deck, pour trouver les ratios qui sont joués en ce moment, là aussi il n'y a pas de secret. Allez sur internet, c'est l'option la plus rapide aussi. Mais copier bêtement les ratios et les combos, ça ne va pas faire de vous un bon joueur du deck. Il faut vraiment jouer le deck pour pouvoir s'adapter à toutes les situations. Il faut vraiment comprendre les choix qui ont mené un joueur à obtenir tel ratio ou à faire tel combo. Je sais que ça va gêner certaines personnes, le fait que je recommande d'aller chercher des idées sur internet. Mais malheureusement aujourd'hui, bah, si tu le fais pas, forcément tu prendras du retard par rapport aux autres joueurs, tu apprendras l'existence des nouveaux combos quand tu te les prendras dans la tête et quand les cartes auront triplé de prix. Donc l'atout majeur en ce moment de Yu-Gi-Oh! C'est l'information. Donc, informez-vous sur votre deck, essayez de trouver les nouveaux combos, mais essayez aussi, justement, d'aller chercher ceux qui existent déjà, histoire de ne pas être en retard ou à la traîne par rapport aux joueurs qui jouent le même deck que vous.
Évidemment, je suis pas fan du net decking, donc le net decking c'est juste prendre une decklist sur internet et venir la jouer en tournoi genre direct sans réfléchir. Voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à mettre sa touche personnelle dans son deck et à comprendre le deck vraiment, parce que c'est rien de jouer un deck, genre il peut avoir les meilleurs ratios du monde, si vous savez pas le jouer ou si vous avez copié bêtement une decklist, vous le jouerez jamais à son plein potentiel. Pour en revenir aux cartes de votre archétype, donc elles vont constituer le noyau de votre deck, donc ce qu'on va appeler le core, donc le noyau en anglais évidemment, et vraiment c'est voilà, c'est ce qui va, ça va être la colonne vertébrale de votre deck. Étape numéro 3 consiste à trouver les engines qui correspondent à votre deck. Une engine, qu'est-ce que c'est? C'est un petit groupe de cartes, donc très souvent c'est un archétype dont la stratégie est très proche de la vôtre et dont vous allez piocher dedans. Vu que cet engine va améliorer vos combos, vous allez pouvoir adapter votre deck à plein de situations différentes, et c'est ça la force des engines. Donc, généralement, une engine, c'est un archétype qui est très proche du vôtre, donc il va avoir des effets plus ou moins similaires qui vont bien correspondre à votre stratégie. Il peut s'agir d'un archétype qui a le même attribut, ou d'un archétype qui a le même type que le vôtre, et qui possède des combos qui vont bien avec votre deck. Là aussi, malheureusement, on ne peut rien inventer, c'est à force d'essais qu'on trouve ce qui marche dans son deck, mais aussi aller chercher sur internet quels engines fonctionnent avec votre deck, c'est aussi une très bonne solution. Là aussi malheureusement on est obligé d'aller sur internet, on ne peut rien inventer, et en plus généralement les engines ce sont des archétypes qui avaient la même stratégie que votre deck, mais qui sont trop vieux pour être joués de manière pure, du coup on les mixe avec un deck plus récent. Là aussi du coup voilà, si vous connaissez pas les vieux decks, et bah vous n'aurez pas forcément idée de jouer ces cartes là. Par exemple je pense à Ferraille dans Orcust, ou même Invoked dans Shadow, donc Marionnette de l'ombre. Si vous n'étiez pas un joueur qui était là à l'époque, et ben vous ne pouviez pas savoir littéralement avant de vous le prendre dans la tête, quoi. Cependant, il ne faut pas oublier que les engines ne sont là que pour donner un coup de pouce à votre deck. Ça ne représente pas le noyau. Vous serez souvent amené à choisir une engine plutôt qu'une autre, parce que vous n'aurez pas la place de toutes les mettre, hein. Si vous mettez toutes les engines sans réfléchir, et bien votre corps, votre archétype, bah, vous le ressentirez beaucoup moins dans vos mains, et vous aurez beaucoup moins vos combos, et vous jouerez beaucoup moins vos decks tout simplement. À noter que la plupart des engines contiennent ce qu'on appelle dans le jargon un ou des garnets. Donc ce sont des cartes que vous ne devez absolument pas avoir dans la main, car ce sont des pièces de combo qui doivent venir du deck, et donc voilà, si vous avez dans la main, votre combo est mort. Ça peut paraître risqué d'avoir voilà, ces garnets, mais on n'a pas le choix, vraiment, c'est ce qu'on appelle le high risk, high reward. C'est, voilà, vous avez une ou deux cartes mortes dans votre deck, mais si vous les avez pas dans la main, vous pouvez faire des combos dévastateurs, donc c'est rentable entre guillemets. Pour la petite histoire, le mot garnet vient du nom anglais d'un monstre, le chevalier gemme Grenat, qui devait absolument être joué avec la fameuse fusion brillante, qui donnait une invocation normale à pratiquement tous les decks, parce qu'elle donnait accès à Séraphinite, chevalier gemme. Donc cette magie est malheureusement aujourd'hui bannie, mais personnellement je trouve ça drôle que le nom du monstre Garnet, c'est devenu un mot général dans le jeu, quoi. L'étape numéro 4, c'est trouver les staples qu'il faut à votre deck. Alors les staples c'est quoi? Ce sont des cartes qui peuvent se glisser dans plus ou moins tous les decks pour améliorer l'ensemble. Ça peut aussi bien être des magies pièges, des monstres de l'extra. L'essentiel, c'est qu'elles viennent combler des choses que votre deck ne fait pas bien. Les staples, ça sert à prendre vraiment le contrôle de la partie au détriment de l'adversaire. Donc c'est soit en faisant piocher des cartes, soit en éliminant des cartes adverses, ça doit vous aider à gagner la partie. Ça ne doit pas être des combos optionnels en fait. Généralement, votre deck aura besoin de 5 choses. C'est évidemment pas exhaustif, mais pour moi en tout cas, c'est la base pour avoir un deck viable. Votre deck doit pouvoir ralentir l'adversaire, vous faire piocher, raser les monstres du terrain adverse, raser les magies pièges du terrain adverse, et évidemment, tuer l'adversaire. Si vos decks a du mal à faire une de ces choses-là, ce sera à vous du coup de rentrer ces petites staples, ces petites cartes qui vont vous aider à combler vos défauts. Pour ralentir l'adversaire, il y a évidemment les fameuses end traps, donc je rappelle que ce sont des cartes qui peuvent s'activer pendant le tour d'adversaire depuis votre main, donc ça peut les ralentir même s'ils ont commencé. Pour piocher, vous avez les pots, vous avez les cartes de pioche par niveau, donc transaction, observatoire céleste. Pour raser les monstres, vous avez les kaiju, vous avez le combo instant fusion renoncer. Pour raser les magies pièges, vous avez Twin Twister, Cyclone Cosmique, Orage Foudroyant. Pour tuer l'adversaire, vous avez Boreas Zoroboros. Bref, c'est littéralement impossible de faire une liste exhaustive de toutes les staples. Il y a tellement de staples pour tellement de stratégies différentes que si je faisais une liste, la vidéo elle ferait 50 minutes. Surtout que l'usage des staples varie beaucoup en fonction de la méta, puisque généralement les staples seront orientés pour battre un certain type de deck. Je ferai sûrement une vidéo sur les staples pour la nouvelle Master Rule 5 qui va arriver, donc je vous demande d'être un peu patient. L'étape numéro 4, les
tech. Essayez de glisser des techs. C'est pas forcément obligatoire, mais ça donne toujours un petit truc. Une tech, qu'est-ce que c'est? C'est un peu votre touche personnelle en fait. C'est une ou deux petites cartes, ou même un petit combo, qui votre adversaire ne verra nulle part ailleurs, et vous allez le prendre par surprise en fait. C'est une ou deux petites cartes que vous avez trouvées, qui combinent très bien avec votre deck, que personne n'a encore trouvé. Vous le glissez, et ça rajoute un peu... ça rajoute un petit truc à votre deck. C'est votre marque de fabrique quelque part. Évidemment, certaines techs ne sont plus vraiment des surprises lorsque les combos sortent sur internet, ou même quand vous avez joué 10 fois contre la même personne, mais ça aura toujours son petit effet sur les joueurs les moins renseignés. En jouant votre deck, en découvrant vos nouvelles cartes, vous aurez envie de glisser des petites surprises dans votre deck, alors n'hésitez pas. Évidemment, ne touchez pas trop au core, ne touchez pas trop au staple, ni au engine qui fonctionne déjà, c'est vraiment du petit bonus quoi. Et enfin l'étape numéro 5, la dernière de cette vidéo, n'oubliez pas le side deck. Donc le side deck, qu'est-ce que c'est? C'est un mini deck de maximum 15 cartes qui se tient à l'écart du main deck et de l'extra deck. Vous avez accès à votre side deck entre deux manches d'un duel, et vous avez le droit d'échanger des cartes de votre deck principal avec votre side deck, tant que le nombre de vos cartes dans votre main deck et extra deck ne change pas. Je vais faire bref au sujet du side deck, parce que j'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo qui est dédiée vraiment au tournoi, mais je le mentionne dans cette vidéo, car je vois beaucoup de débutants qui oublient tout simplement que le side deck existe et qui vont vraiment essayer de rentrer toutes les cartes situationnelles dans leur deck. La définition du side deck, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à l'adversaire et au deck de l'adversaire. Ne vous embarrassez pas trop avec les cartes trop situationnelles ou les cartes qui fonctionnent que contre un seul type de deck. Réservez plutôt ces cartes pour votre side deck et mettez-les dans votre deck quand vous rencontrerez les situations dans lesquelles elles servent. Pour vous montrer ce que ça représente concrètement toutes ces petites étapes, je me suis dit que ce serait plutôt cool que je vous montre une de mes decklists récentes et qu'on décortique ensemble qu'est-ce que c'est l'engine, le core, les staples, les petites techs, etc. Donc pour ça, je vais utiliser mon setup de live. Let's go. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à ce que j'appelle le core, donc le noyau du deck. Donc ici, c'est un deck Orcust Scrap. Donc la partie Orcust, c'est la partie principale. Donc vous avez ici toutes les cartes Orcust, donc Orcust Nightmare, War Legacy Wand, qui n'est pas une carte Orcust, mais qui précise Orcust dans son effet. Orcust Squelette, Orcust Brass Bombard, 3 Orcust Return, Orcust Rated Babel et Orcust Rated Climax. Donc voilà, ce sont des cartes qui ont tous le nom Orcust dans les effets ou dans les noms des cartes. Donc voilà, c'est la base de mon deck Orcust, c'est ce que je vais appeler du coup le core, le noyau. Ensuite, il y a une engine très importante dans le deck, qui est l'engine Scrap, donc ferraille en français. Elle est tellement importante que du coup, elle prend une petite place dans le nom du deck. Donc voilà, on joue 3 recycleurs de ferraille, donc scrap recycleur, et un golem, scrap golem. Le scrap golem qui est du coup, comme je vous en avais parlé un peu avant, un garnet entre guillemets, puisque c'est un monstre de niveau 5 que je n'ai absolument pas envie d'avoir dans la main, puisque je veux le spé du deck. Donc quelque part, si je l'ai dans la main, mon combo avec la vouivre ferraille est complètement compromis. A noter aussi, excusez-moi, que j'ai oublié de vous parler de l'extra deck Orcust qui est ici. Voilà, donc c'est aussi partie du main du core. Donc voilà, 2 Orcust Rated, Orcust Automaton Galatea, Orcust Orchestrator et Orcust Dingersu. Deuxième engine qui est extrêmement connu et qui est extrêmement joué dans beaucoup de decks, l'engine des Danger. Donc ce sont des monstres qui peuvent se spé de la main et faire piocher une carte, ou alors se défausser et appliquer un effet. Donc lui va tuto un monstre danger. Lui, il va spé un monstre danger du deck et lui, il se spé tout seul. Donc c'est soit une spé, soit une pioche, soit les deux. Donc c'est extrêmement puissant. Donc là aussi, du coup, c'est une petite engine de 5 cartes, un petit groupe de l'archétype danger. On va là, du coup, attaquer les staples. Donc ici, j'ai le Chevalier Armageddon qui correspond très bien à ma stratégie puisqu'il me permet d'envoyer un Orcust au cimetière. Donc Orcust, c'est un deck que je joue beaucoup sur le cimetière, donc c'est parfait. Lui qui me permet de défausser une carte, un monstre d'arc de ma main pour envoyer un monstre d'arc au cimetière, donc là aussi extrêmement efficace. Un monstre machine ténèbres qui a un très bon effet, le Gizmek. Donc sachant que tout mon deck est basé sur les machines ténèbres, eh bien il va extrêmement bien avec mon deck. J'ai ici 4 Entrap, donc pour ralentir l'adversaire. Donc là, elles servent à empêcher l'adversaire de jouer autour du cimetière, puisqu'en ce moment c'est la mode. Ensuite, j'ai 3 Allure of Darkness, donc Invitation des Ténèbres, qui permettent à tous les decks Dark d'avoir un moteur de pioche. Donc là aussi, c'est une très bonne staple si vous jouez un deck Ténèbres. Je joue Orage Foudroyant, le destructeur de magie piège. Donc là aussi, alors mon deck a pas tant de mal que ça à détruire des magies pièges, mais c'est bien d'avoir du coup un peu de renfort sur ce point-là. Call Base Grave qui là aussi sert à gérer le cimetière et à annuler des entraps adverses, puisque c'est à ça que la carte sert. Un renfort de l'armée pour aller chercher ces 2 petites staples. Un Foolish
car mon deck se base sur le cimetière. Et ensuite, on va attaquer les petites techs que vous ne verrez pas forcément dans tous les decks Orcust, mais que moi j'adore jouer. La Machina Fortress, qui a un effet très drôle parce qu'elle permet de se spé en envoyant des machines de la main au cimetière. Donc moi je trouve ça extrêmement marrant. Le Phantom Knight avec la rank up qui permet de sortir des Calamities qui sont extrêmement puissants et des mines mystiques pour passer des boards un peu trop puissants. Donc comme je vous ai dit, les conseils sur les engines, les staples, ça marche aussi pour l'extra deck parce que vous voyez ici, j'ai l'engine topologique Mascarena qui fonctionne extrêmement bien avec Licorne et Phoenix. Vous avez les petites techs avec Cherubini pour aller chercher plus facilement le Phantom Knight. Et vous avez les staples, donc vous avez ici Apollousa, Gravity Controller, qui sont là pour renforcer un peu le deck et un peu mes combos. Et le fameux side deck dont je vous ai parlé assez brièvement, mais regardez, ici je vais vous montrer, j'ai vraiment toutes mes cartes pour partir par... Ici j'ai des cartes extrêmement puissantes de mon side deck que je pourrais mettre de main deck, mais vraiment elles sont trop situationnelles. Donc ici nous avons le Darkroller No More qui permet d'annuler les effets de tous les monstres adverses. Nous avons le Urgent Schedule qui est un peu une tech quelque part qui permet de spé 2 monstres Machine Terre, donc le Strapon Cycler et la Machina Fortress. Une autre mine mystique si je pars deuxième, des Even Match si je pars deuxième contre des decks back row, un Red Reboot, la carte qui fait très peur au deck piège, des barres dimensionnelles si je commence et que j'affronte des decks fusion comme Shadow qui est très représenté, et des Radiants si j'ai du mal à passer des monstres. Donc vous voyez que là ce sont des cartes extrêmement puissantes. Et genre, je pourrais mettre dans le main en fait, mais elles sont trop situationnelles, donc je préfère les mettre dans le side. Comme ça, elles sortiront vraiment que quand j'en aurai extrêmement besoin. By the way, ne me net deckez pas, hein, demandez-moi mon autorisation si... Non, je rigole, faites ce que vous voulez, je m'en fous. C'est la fin de cette longue vidéo sur la base du deck building, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, à vous abonner, ça ferait très plaisir. Comme d'hab, je le redis, si j'ai dit une connerie, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire, ou à donner vous-même des conseils qui vous aident quand vous construisez des decks. Comme vous avez pu le remarquer avec les rediffs sur la chaîne, je suis en live le vendredi soir à 18h30, alors si vous voulez discuter, n'hésitez pas à passer.